Émilie Nicolas, Alec Castonguay, Jonathan Trudeau, bonsoir. 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 On va commencer avec cette sortie des 6 anciens premiers ministres et on va essayer d'être le plus clair possible. Je vous fais d'abord entendre aujourd'hui le résumé de ce qu'on a entendu sur le sujet aujourd'hui, puis on revient tout de suite. Tous les amendements que j'ai faits au cours de l'année, entre le mois de mars où on a présenté le projet de loi, puis ce qui est maintenant déposé, donc qui va être le produit final, on a évolué beaucoup. Selon lui, puis selon certains présidents de CA, on ne va pas assez loin, mais moi, en même temps, j'ai besoin de trouver un équilibre, notamment pour le patient. Écoutez, là, j'ai déposé des amendements assez costauds. Mais ils ne sont pas satisfaits. Oui, mais moi non plus, je ne suis pas toujours satisfait. J'espère que quelqu'un entend leur message au gouvernement, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le premier ministre, que ce soit qui que ce soit qui se lève au Conseil des ministres aujourd'hui pour dire « Hey, minute, là, il y a 6 premiers ministres qui nous ont dit qu'on va enlever l'âme des fondations. » Maintenant, ce que je constate, c'est quand on est un ex-PM, on est entendu, on est écouté, mais l'ensemble des groupes, l'ensemble des consultations, il y a eu beaucoup de propositions d'amendements qui, elles, ne sont pas entendues. Pour que 6 premiers ministres interviennent en disant ce que vous faites là est vraiment problématique, prenez une pause, réfléchissez-y. Ça ne peut pas être un conseil d'administration qui se réunit une fois par mois, qui décide à la fin là, des services cliniques qui sont donnés. Là. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait une coordination entre les hôpitaux, qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « bien, voici ce qui va être fait par le CHUM ou ce qui va être fait par l'Institut de cardiologie, ce qui peut être fait par Maisonneuve-Rosemont. » Il faut qu'il y ait une coordination. Ça ne peut pas être des silos. Bon, les anciens premiers ministres l'expliqueraient mieux que moi, mais comme ils ne sont pas là, on va essayer de l'expliquer en 2 secondes. Alec, vous avez reçu Daniel Johnson. Les anciens premiers ministres s'inquiètent du fait que les centres hospitaliers universitaires, le CHUM, l'Institut de cardiologie, Sainte-Justine, des lieux de savoir et d'émulation où on fait de la recherche, etc., perdent leur âme, leur identité propre, et que donc, ça a des implications sur la recherche, sur les fondations qui vont chercher de l'argent pour ces gens-là. Alec, bon, je résume, mais c'est à peu près ça. Où on en est à 17h34? Où on en est? Bien, les deux camps sont très divisés sur le sujet et les deux sont certains de faire la bonne chose pour l'intérêt public. C'est ça qui est particulier. Autant les anciens premiers ministres qui sont dans le fond les porte-voix des conseils d'administration de ces centres hospitaliers universitaires comme le CHU Sainte-Justine, le CHU Montréal, le CHUM, le CHUC, Institut de cardiologie, etc. Donc, tout ce monde-là, les fondations, les conseils d'administration de ces hôpitaux-là, les premiers ministres disent il faut quand même garder le plus d'autonomie possible à ces institutions-là à l'intérieur du système de santé. Et donc, on veut les garder en marge un peu de la coordination qui se fait ailleurs avec les CIS et les CIUS. Le gouvernement dit, bien, c'est parce que vous jouez un rôle essentiel dans le système, puis votre autonomie a des limites. On peut bien vous l'accorder pour recueillir des fonds, les donateurs, les missions de recherche, d'enseignement, d'innovation. Mais quand vient le temps de décider si oui ou non vous devez accepter des ambulances qui doivent être redirigées parce qu'il n'y a plus de place à Maisonneuve-Rosemont, il faut que l'Institut de cardiologie en accepte, puis que vous dites non, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit capable de vous obliger à faire certaines choses dans le système. Et c'est ça que le projet de loi 15 veut changer. Puis les instituts, qui sont habitués d'être tout seuls, les CHUM et CHUC de ce monde, disent, bien, nous, on veut garder cette autonomie-là. Alors, le bras de fer, il est là-dessus. Là. Et les deux sont persuadés que pour garder l'identité, s'ils gardent l'identité de leurs établissements, c'est meilleur pour leur communauté, meilleur pour leurs donateurs, meilleur pour leur corps médical. Puis le gouvernement dit, mais moi, c'est la population qui a besoin de services. Je suis obligé de vous mettre à contribution. Alors, on en est là dans le débat à peu près. Il y avait des craintes des grandes familles qui donnent beaucoup d'argent. Ces craintes-là, Dubé dit, on les a rassurées. Ils vont pouvoir continuer à donner pour telle chose, telle chose, telle chose. Jonathan, qu'est-ce que vous pensez de l'opération des 6 ex-premiers ministres? Bien, il reste que c'est quelque chose d'exceptionnel. On n'est pas habitué à voir ça. Donc, ça prend des motifs qui sont sérieux. Et c'est vrai que c'est très difficile, c'est complexe. C'est difficile de savoir de façon très appuyée qui a raison, qui a tort. Moi, j'avais l'impression que la sortie des 6 premiers ministres, elle était très, très, très ciblée, visant tout ce qui touche la levée de fonds pour la recherche, la philanthropie, l'achat d'équipements spécialisés et tout ça. Et quand on parle de perte d'âme, de perte d'identité,
il y a quelque chose d'imagé, mais il y a quelque chose d'effectif aussi, c'est-à-dire c'est la perte d'une identité juridique, donc des centres de recherche qui désormais relèveraient de Santé Québec et de dire, ben écoutez, les mécènes, les philanthropes ne voudront pas donner l'argent au gouvernement du Québec, ils veulent donner de l'argent à Sainte-Justine, à la Fondation, à l'Institut de cardiologie, etc. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, mais il y a un élément, moi, qui m'a grandement chicoté aujourd'hui, c'est d'entendre autant de la bouche de Christian Dubé que de François Legault que peut-être que derrière tout ça là, se cache une espèce d'opération pour garder des privilèges, pour garder des chasses gardées, pour que des petits amis, c'est le mot, je pense, qui a été employé, puissent conserver leurs privilèges. Or, j'ai beaucoup de difficultés, moi, avec cette idée que les 6 premiers ministres encore en vie aujourd'hui seraient guidés par des intérêts obscurs autres que de bonnes intentions. Je trouve ça un peu, à la limite, méprisant, je pense, pour le message que ces 6 premiers ministres-là ont voulu envoyer. Émilie Nicolas, est-ce que le message, d'après vous, est clair, a été clairement expliqué? Parce que c'est tellement exceptionnel de signer une lettre à 6 ex-premiers ministres qu'on se serait attendu peut-être à davantage d'explications claires, justement. Bien, ça dépend clair pour qui. Je pense que ça doit être clair pour Christian Dubé, qui est la personne qui est en train de faire cette réforme-là. Mais je pense que pour une partie de la population, lorsqu'on parle des centres de recherche intégrés, des fondations, des hôpitaux, etc., la mécanique de l'affaire, c'est normal que la plupart des gens ne soient pas là-dedans. Puis essentiellement, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent donner de l'argent à des fondations d'hôpitaux et qui tiennent à ce que soit leur nom soit dessus ou qu'il y ait une reconnaissance de ça ou que l'hôpital en question est sur l'identité propre du gouvernement. Et on a des craintes pour l'impact financier que ça pourrait avoir de changer ce système-là. Ça peut être réel, mais en soi, on peut dire que c'est problématique que ce soit comme ça que la vie fonctionne, même si on ne va pas changer le monde ce soir. Là. Mais ça, c'est une des craintes qui sont soulevées. Puis la deuxième chose qui est soulevée, c'est un peu ironique, c'est la question de la liberté académique. Qui avait été défendue par la commission Cloutier, par le gouvernement Legault. Il y a une crainte essentiellement que ça puisse avoir un impact sur l'indépendance de centres qui sont non seulement intégrés dans le système de santé, mais aussi aux universités et que ça puisse avoir un impact aussi sur essentiellement la liberté de faire de la recherche librement dans le cadre des sciences médicales. Bon. Alec, un petit mot. Prochaine étape, s'il y en a une, parce que là, M. Dubé a dit j'ai fait ce que j'ai pu. M. Legault m'a demandé de rencontrer M. Bouchard. J'ai rencontré M. Bouchard. J'ai fait ce que j'ai pu. Là, voilà le résultat. On imagine mal une autre étape, à moins que je me trompe, là, Alec? Bien, on a déjà clarifié avec les amendements déposés tout le volet académique, recherche, innovation, fondation pour rassurer les établissements. Il reste le volet clinique. Et on n'a pas l'impression que Christian Dubé et François Legault vont céder là-dessus. La bataille avait déjà commencé bien avant, à l'époque de Gaétan Barrette, dans la loi 10, lorsqu'on avait créé les 6 et les CIUS. Donc, ce n'est pas la première fois que ces instituts-là veulent garder leur autonomie. Okay. La dernière fois, Gaétan Barrette avait été obligé de céder. Je ne suis pas certain que cette fois-ci, on veut céder au gouvernement. Mais c'est François Legault qui fait l'arbitrage final en bout de piste. Pour l'instant, il est du côté de Christian Dubé, à moins qu'il change d'idée. Puis je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape qui le ferait changer d'idée. Ça, pour l'instant, on n'y voit pas très clair encore. Très bien. OK. On passe à l'autre sujet, qui est en fait une parenthèse qui s'est arrivée hier. Je vous fais entendre M. Legault, parce que dans le débat post-dépôt du budget de l'an 1, M. Legault a dit, parce qu'on lui demandait, vous avez revêtu les habits de Capitaine Canada, de Jean Charest. Puis il m'a dit, comparez-moi pas à Jean Charest. Je vous fais écouter la suite et ça a eu des réactions. On écoute. Qu'est-ce qui vous a insulté hier dans le discours de M. Saint-Pierre Plamondon? Bien, d'abord, de me faire traiter de Jean Charest. Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Il a même dit Jean Chrétien. Quand même. M. Legault, êtes-vous allé trop loin hier en disant que de vous faire qualifier de Jean Charest, c'était une insulte? Bien, je pense que quand on parle de la défense de la nation québécoise, quand on parle d'être nationaliste, là, il n'y a pas de comparaison. Cette remarque-là de François Legault en dit beaucoup plus sur François Legault que sur Jean Charest. Et M. Legault, hier, a fait preuve d'un grand manque de respect. Demandez-moi pas à moi. Alors, on va voir tout de suite
le tweet, le X du fils de M. Charest, Antoine Dion Charest, qui écrit « Monsieur le Premier ministre, François Legault, rien ne justifie que vous insultiez d'anciens premiers ministres, voire quiconque par ailleurs. Lorsque vous vous comportez ainsi, vous n'êtes ni respectueux, ni généreux, ni digne de la fonction qui est vôtre. » Qu'en pensez-vous, Jonathan Trudeau? Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très petit de la part du premier ministre et surtout inutile. Là, on vient de l'aborder. Là, il y a seulement 6 premiers ministres qui sont encore en vie. Je pense qu'on doit avoir un minimum de respect envers la fonction, qu'on soit d'accord ou non avec ce que ces gens-là ont pu accomplir dans leur carrière. Puis, j'ai envie de dire aux téléspectateurs qui nous regardent, là, mettez de côté juste un instant le fait que vous aimiez Jean Charest ou non, parce qu'évidemment, c'est un personnage politique qui est clivant, qui divise. Mettez de côté ça juste un instant et objectivement, qu'un premier ministre laisse entendre que la pire chose qu'on puisse lui dire, là, comme c'était une maladie honteuse, c'était qu'il se compare à cet ancien premier ministre-là. Sincèrement, je ne vois pas ce que ça ajoute. T'sais, Jean Charest n'est pas un adversaire politique de François Legault. Là. Il ne fait plus de commentaires politiques. Il n'est plus dans l'arène. Et qui plus est, il y a à peine 10 jours, il l'avait invité à la Romaine, avait vanté son travail, son courage, avoir mis de l'avant un projet comme celui-là. C'était juste absolument pas nécessaire. Et en passant, je termine là-dessus, Patrice, il y a de nombreux caquistes actuels et sympathisants caquistes qui ont communiqué avec moi dans les 24 dernières heures pour me dire que c'était assurément pas la meilleure de leurs chefs. Bon. Émilie, voilà. Qu'en pensez-vous? Je viens de me souvenir de la manière dont François Legault avait réagi à une comparaison avec Maurice Duplessis. Je trouve que le contraste est intéressant. Mais au-delà de ça, effectivement, avoir des premiers ministres qui essentiellement s'insultent entre premiers ministres, c'est pas nécessairement gagnant, mais je pense que ce serait important peut-être de rappeler d'où ça est parti. Là. C'est parti du budget de l'an 1, de Paul Saint-Pierre Plamondon, et du fait que nécessairement, lorsque le Parti québécois lui-même ramène le sujet de la conversation sur la souveraineté sur des questions d'économie, il y a des arguments qui étaient mis de l'avant dans les années 90 qui sont encore mis de l'avant aujourd'hui. Donc, les gens sonnent comme des acteurs du camp du non des années 90. C'est un peu ça je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon dénonçait ou disait. Après, c'est sûr que ça rend des acteurs de l'époque qui sont encore là aujourd'hui très sensibles. Moi, à mes 35 ans, je trouve ça très drôle à regarder et je pense que, franchement, il y a une partie de la population qui est vraiment rendue ailleurs et c'est dans une journée comme aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Alec. Oui, disons que Jean Charest, en son temps, batailleur de ruelles comme il était, il en a donné quelques gifles à ses adversaires. Vous en parlerez à Mario Dumont à l'époque. Il s'est fait traiter de girouette et d'à peu près tous les noms. La différence, c'est qu'évidemment, Jean Charest n'est plus en politique active. Donc, c'est un ancien premier ministre. Et généralement, entre anciens premiers ministres, on essaie de mettre la pédale douce, de reconnaître les accomplissements, le temps passe et Jonathan a raison. À la Romaine, les deux semblaient plutôt bien s'entendre la semaine dernière sur les accomplissements. Et quand le REM a été inauguré, François Legault a salué Philippe Couillard du bout des lèvres, mais il l'a salué quand même, qui était assis dans la salle. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui dépassent les mandats de chacun de ces premiers ministres-là, qui sont réalisés des années plus tard. Ça aurait été plus chic de passer son tour, disons-le comme ça. La base partisane qui n'aime pas Jean Charest, sûrement appréciée. Mais je ne pense pas que ça fait avancer le débat vraiment. Non. Très bien. Il faut dire qu'il y a une Je me permets juste oui, vas-y, Jonathan. Patrice, je m'excuse. Premièrement, dans la base caquiste, dans les gens qui ont voté pour la CAQ, on peut se dire qu'il y en a quand même pas mal qui ont voté un jour ou l'autre pour Jean Charest dans leur vie et qui ne se reconnaissent plus dans le Parti libéral du Québec, mais qui ont apprécié Jean Charest. Je ne suis pas certain que c'est une belle marque de respect, mais je vais faire un parallèle qui est assez intéressant. Pendant que François Legault dit qu'il n'y a rien de pire que de se faire comparer à Jean Charest. Qu'est-ce que Jean Charest avait fait, lui, lorsqu'il était premier ministre? Je m'en souviens très bien, je travaillais à son cabinet à ce moment-là. Il avait organisé une cérémonie au Salon Rouge où tous les anciens premiers ministres encore en vie étaient présents. Donc, M. Parizeau était là, M. Landry, les autres signataires encore en vie étaient là. Il avait fait une cérémonie pour dire que désormais au Québec, un peu comme on le fait aux États-Unis, comme on le fait avec les très honorables au fédéral, les premiers ministres garderaient le titre à vie de premier ministre. Malheureusement, ça n'a pas collé, ça, au Québec, mais c'est un geste que Jean Charest avait posé pour dire à ses prédécesseurs, voici le respect dont je vous témoigne. Je trouve qu'il y a une différence assez marquée entre les deux attitudes. Très bien. Semaine difficile pour monsieur... Enfin, semaine difficile.
début vraiment des mouvements, et là, ce sont les vrais mouvements qui arrivent devant nous. Les négociations se corsent dans la fonction publique. Je vous fais entendre M. Legault, qui est allé ce matin à la rencontre de certains syndiqués qui manifestaient devant le Parlement, et d'autres extraits de la journée sur cette grève générale d'un jour annoncée le 6 novembre. On veut des bonnes conditions de travail. Puis les négos, présentement, font du surplace. On a l'impression que c'est vous qui nous offrez pas des bonnes conditions. Fait qu'on est là pour vous le dire aujourd'hui, puis que vous donnez un mandat clair. Bien, regardez, moi, ce que je veux, c'est que les infirmières et les infirmiers, de nuit, de fin de semaine, en région, incluant sa Côte-Nord, puis à temps plein, gagnent plus. OK? Et là, ce qu'on essaie de voir avec le syndicat, c'est comment on peut faire une offre bonifiée. Vous allez voir, là, nous autres, on souhaite régler avec les syndicats. Là, c'est important pour les services qui sont donnés à la population. Sonia va faire une autre offre. Drive, ce qui me motive, c'est de pouvoir régler le plus rapidement possible et régler avec une amélioration des services à la population. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'organisation du travail. Depuis le début de cette négociation-là, je fais des mouvements vers le syndicat et je m'apprête à faire un 4e dépôt dimanche. On pourra en discuter quand le dépôt sera prêt. Alors, Émilie Nicolas, début d'une vraie séance corsée qui commence, là. Oui, absolument. Et là, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochains jours, tant et si longtemps qu'on n'a pas la fameuse offre que le gouvernement va faire dimanche. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus. Mais c'est normal que ça se soit, je pense, corsé à ce point-ci parce que, justement, le Front commun est très fort et parce qu'on est dans un contexte inflationniste où il y a beaucoup d'insécurité économique. Et ça n'a certainement pas aidé non plus qu'il y ait cette hausse-là de salaire, que les députés se soient auto-octroyés. Je pense que ça joue comme point symbolique dans le débat ou dans le débat public. Il y a un ensemble de choses qui contribuent au fait que c'est normal qu'on arrive avec ces mandats de grève-là aussi forts en ce moment. Et puis que dans les prochaines semaines, ça va être vraiment intéressant de voir là où le gouvernement va se situer au niveau de ses offres parce que le gouvernement, comme employeur, a un rôle aussi quand même modèle qui peut envoyer un signal avec un paquet d'autres employeurs du secteur privé aussi qui sont appris avec des demandes de négociations syndicales ou autres. Jonathan, ils ont l'impression que la population est derrière eux, les syndicats, jusqu'ici. En tout cas, on verra combien de jours de grève puis qu'est-ce qui va arriver. Mais pour l'instant, ils sont gonflés. Ils sentent que les Québécois sont avec eux. Ben, c'est ce que leur sondage démontre, mais juste avant d'aller sur ce point-là, je veux mentionner que je suis capable de distribuer autant le pot que les fleurs. Là. Chapeau à M. Legault, de façon improvisée, d'être allé au-devant, d'avoir parlé avec les représentants syndicaux qui étaient là. Je pense que c'est le François Legault, ça qu'on apprécie, qui est près des gens. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un drôle de message que ça envoie, alors que Sonia Lebel annonce qu'elle va y aller d'une 4e offre dimanche. Bien, déjà, on sait qu'il va y avoir une grève le 6. Donc, on présume que déjà, l'offre qui sera faite ne sera pas suffisante. Donc, évidemment, là, l'autre chose qu'on peut présumer ensuite, c'est que Sonia Lebel n'ira pas au bout de ce qu'elle peut offrir parce qu'elle sait que la prochaine offre sera rejetée. Donc, à un moment donné, on a l'impression d'assister à une espèce de tragédie grecque là, déjà écrite d'avance. Il va y avoir les manifestations. Puis là, bon, éventuellement, on va s'asseoir. Mais pour ce qui est de l'appui de la population, je pense qu'il y a un certain appui, mais une grève générale illimitée, là on parle d'une journée le 6 novembre, mais le jour où on va être en grève générale illimitée, que les écoles seront fermées, que les CPE seront fermés, que les services de santé, dans une certaine mesure, seront affectés, la population, je ne suis pas certain qu'elle sera patiente bien longtemps. Puis il y aura la pression aussi sur le gouvernement, ceci étant dit. Là. Oui, Alex, c'est le nerf de la guerre. En tout cas, l'appui de l'opinion publique est un élément important dans toute stratégie syndicale et gouvernementale. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va dans les prochaines semaines. Oui, tout le monde s'attend depuis des mois à ce qu'il y ait une grève, autant du côté du syndicat que du côté du gouvernement. Les syndicats ont besoin de montrer à leurs membres que c'est une négociation historique. L'inflation est élevée, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on sort de la pandémie, les services publics ont été affectés. Il faut qu'ils aillent leur chercher des gains qui soient à la hauteur de leurs attentes et montrer qu'il y a une mobilisation du côté des syndicats. C'est inévitable que ça passe par une grève pour être capable de le montrer. Alors, du côté du gouvernement, on le sait que la grève s'en vient. La question, c'est combien de journées on va être capable de tolérer au gouvernement et dans l'opinion publique.
1, 2, 3, je suis d'accord avec Jonathan. Après ça, 5, 6, 7. Oups, là, à un moment donné, les gens qui ont les enfants à la maison, qui ont moins de services, vont commencer à se poser des questions. À ce moment-là, est-ce qu'on va trouver les syndicats trop gourmands? Est-ce qu'on va trouver que le gouvernement est trop chiche? Quels arguments vont être retenus? Parce que ça coûte cher quand même aussi, ces hausses de salaire-là pour la fonction publique. Alors, qui va avoir le haut du pavé? Ça va dépendre des arguments de chacun. On entre là dans le vif du sujet. Ouais. Les gens vont commencer à être attentifs avec les grèves qui vont se multiplier à partir du mois de novembre. C'est vraiment le début du film. Là. C'est vraiment là le début du film. Puis on a déjà joué dedans. On verra au cours des prochaines semaines. Émilie, Alec, Jonathan, merci beaucoup encore une fois. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.